Nous recevons Olivier Faron et Thibaut Duchesne pour leur livre Formé aux éditions de l'Aube. Un livre intéressant, surprenant, que j'ai lu avec grand plaisir, messieurs. Alors, Olivier Faron est administrateur général du CNAM et Thibaut Duchesne est administrateur général adjoint du CNAM. Il est également conseiller régional Grand Est. Merci beaucoup d'être là. Et moi, j'aurais une question. Voilà, la première question qui m'est passée par la tête en lisant ce livre réellement stimulant. On sait très bien, on l'entend régulièrement, on l'a encore entendu il y a peu, que la France est pointée du doigt quant à ses résultats scolaires, quant aux inégalités sociales qui perdurent et que l'école ne peut résoudre. Vous apportez là des éléments de réflexion. Y avait-il une urgence à écrire ce livre ? Il y avait une double urgence. La première urgence, c'est qu'effectivement, il y a un constat qui est aujourd'hui inacceptable et que les inégalités pèsent et qu'en définitive, dans PISA, vous l'avez dit, c'est ça qui tranche. Et donc, c'était une urgence, j'allais dire, longue. Et puis la deuxième urgence, c'est qu'il y a une envie, une volonté aussi de mettre la montée en compétences au cœur du débat public, au cœur aussi des agendas des politiques publiques. C'est fait autant par le gouvernement, par les différents ministres en charge de ces questions, que par les entrepreneurs eux-mêmes. Et j'allais dire aussi par tous les opérateurs de la formation qui se disent, voilà, il faut accompagner vers une montée en compétences des entreprises et de nos concitoyens et de nos concitoyens. Donc, il y a une vraie actualité de cette question-là. Et en définitive, quand on regarde un pays comme la France, c'est bien le capital humain qui sera le facteur différenciant. Donc, voilà, donner plus de sens au capital humain, c'est effectivement essentiel. Thibaut, vous l'écrivez, il y a un mal qui nous ronge. Il y a un mal qui nous ronge, c'est l'écrasante domination de la formation initiale. Et finalement, on est ici à la Fondation Jean Jaurès, je dirais que ce dont vous parlez me parle, moi, parle à ma fibre sociale, on va dire. Et effectivement, parce que la formation initiale, elle se fait d'abord au regard du capital culturel et du capital social. Et vous dites, on ne peut pas en rester là, on ne peut pas rester sur une société qui est bloquée finalement, à partir de cette formation initiale et qui ne permet pas une évolution, notamment une évolution de carrière. Mais disons que les gens partagent tous cette fibre sociale comme praticiens de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation. Donc c'est évident que ce livre a une vocation peut-être un peu universelle de s'adresser à un ensemble de publics, à un ensemble d'acteurs. Sur la question de ces publics-là, la seule chose qu'on dit, c'est que à la rentrée 2019, pour la première fois, il y avait 3 lois qui rentraient en vigueur, 3 lois qui modifiaient chacune l'environnement de ces 3 âges finalement de l'enseignement, de la formation et de l'éducation, avec une loi sur le scolaire, une loi sur l'enseignement supérieur, une loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Et en gros, ces 3 lois, ce qu'on peut regretter un peu dans le livre, c'est qu'il y a une forme de cloisonnement sur la mise en œuvre, en tout cas sur ces 3 systèmes de vie. Évidemment, on vient du CNAM, donc de l'école de la formation tout au long de la vie, là où chacun peut développer tout au long de la vie ses compétences. Il est évident que la résignation qu'on peut avoir parfois par rapport à ces parcours, par rapport à ces destins qui n'aboutissent pas, par rapport à ces potentiels qui ne trouvent pas finalement leur résolution, nous, on apporte un certain nombre de précisions, un certain nombre de solutions pour que chacun puisse exprimer son potentiel. Ça passe par la pédagogie différenciée, ça passe par l'accueil de publics différenciés. On va en parler, oui. Donc, en tout cas, il y a cette envie de lier les 3 systèmes davantage. Oui, ça me semble effectivement très important et on le voit très bien dans votre livre, parce que votre livre il a pour ambition de parler de la formation de tous, en réalité. Vous ne vous cantonnez pas aux études supérieures, vous parlez également de ce qui se passe avant. Vous parlez de ces décrocheurs, de ces gens qui finalement quittent le système scolaire et à qui le CNAM offre une seconde chance en quelque sorte. Il y a déjà des écoles qui s'appellent comme ça, mais vous, c'est une seconde chance, extrêmement, je crois, efficace. Vous nous en direz un mot. C'est donc l'ambition de former absolument tout le monde, en fait. C'est votre idée. Et là encore, on voit cette fibre sociale qui vous anime et dont je ne peux que me réjouir. Et effectivement, il y a cette idée d'ouvrir le monde de la formation au-delà de la simple, la simple carrière étudiante, et de continuer à former les gens, comme le disait Olivier, de permettre une montée en compétences de tous. Un chiffre simplement, 1 300 000
jeunes sont des NEETs. C'est-à-dire, ni qualification, ni certification, ni travail. Qu'est-ce qu'on leur offre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur offre? Et on entend souvent, c'est une espèce d'ancienne qui est répétée, on ne réussit pas dans les premiers cycles universitaires. Il y a d'autres formations un peu d'élite où on sélectionne et on met le double d'argent. En première année universitaire, on recrute, je dirais, tous, et heureusement qu'il y a des formations comme ça, et on met la moitié d'argent par rapport à des filières sélectives. Donc quelque part, la messe est dite. Quelque part, on n'en sortira pas si on ne bouscule pas cela, si on ne fait pas des solutions à la carte. Prenons les bacheliers professionnels. Les bacheliers professionnels ont une aspiration juste à faire des études. Or, est-ce qu'aujourd'hui, on leur donne un scénario de réussite après le bac qui leur permette de faire reconnaître leur potentialité? Nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est que ce n'est pas vrai. Et en même temps, on sait qu'on a des solutions qui ont été inventées en partie au conservatoire et dans beaucoup d'autres lieux qui permettent de leur faire réussir parce qu'on leur redonne confiance, parce qu'on les met au centre du dispositif et parce que nos enseignants se tournent vers eux avec l'envie de les voir réussir et de les faire réussir. Donc quand vous mettez l'apprenant au cœur du dispositif, si vous vous donnez les moyens de réussir, ça marche. Et contrairement à ce qu'on dit aussi, c'est pas beaucoup plus cher que les autres solutions. Moi, j'ai été frappé dans votre livre de l'utilisation que vous faites de la pédagogie de projet, de l'enseignement inversé. Ce sont des choses qu'on retrouve plutôt, a priori, en tout cas c'était ce que je pensais, dans le secondaire, et notamment au collège, et que vous finalement, vous utilisez pour le supérieur. Disons qu'il y a un simple constat. On est en France très axé sur l'idée, il y a tel type de formation, tel type de pédagogie, cette pédagogie-là, c'est la seule qui fonctionne. C'est la pédagogie classique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque potentiel correspond une forme de pédagogie. Et ce qu'on a pu voir, notamment dans l'enseignement supérieur auprès des bacheliers professionnels, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsqu'une pédagogie n'est pas forcément adaptée, elle produit des échecs. Si on la répète dans l'enseignement supérieur, ça fait 2-3% de réussite en première année pour ces bacheliers professionnels dans beaucoup d'universités. Ce qu'on propose simplement, c'est la pédagogie inversée, qui a trois gros avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez un effet groupe. C'est un effet qui enlève le risque de décrocher. Il y a vraiment cette idée, c'est un garde-fou. Le groupe vous empêche de décrocher. La deuxième chose, c'est que ce sont des modalités qui vous permettent d'apprendre avec un horizon pratique très fort. Vous savez à quoi ça va servir. Et là-dessus, il y a un effort de représentation qui est plus facile. Et puis le dernier point, c'est qu'avec ce type de pédagogie, on le retrouve dans la pédagogie de l'alternance qui est en train de se développer, vous pouvez faire tout un cursus. Ça ne s'arrête pas à la licence, vous pouvez poursuivre jusqu'en master en alternance avec ce type de pédagogie. Ce qui fait que vous pouvez avoir un ensemble de cursus, tout votre cursus, avec ce type de pédagogie, et devenir ingénieur, avoir un master, et ça se passera très bien pour vous. Alors, je vous entends, et en même temps, il y a les pesanteurs du système, il y a la réalité telle qu'elle est. Aujourd'hui, quand on a fait de brillantes études à 25 ans, on a fait des brillantes études jusqu'à la fin de sa vie. Quand on a raté ses études, ou on a eu des difficultés jusqu'à 25 ans, on va avoir beaucoup de difficultés. Difficultés à rattraper le temps perdu, ou à faire valoir ses compétences, parce qu'on en a tous des compétences. Quelles sont vos propositions pour justement casser un petit peu peut-être ces idées, ces représentations, et finalement le plafond de verre auquel se heurtent beaucoup de jeunes qui n'étaient pas n'étaient pas sur les clous au moment où il fallait l'être. Alors, il y a une chose qui est fondamentalement vraie, c'est que, de toute façon tout le monde veut dire, le diplôme ça protège, que jusqu'à la fin de sa vie on se définit par rapport à la grande école qu'on a fait au départ dans les lieux bien fréquentés, ça c'est très clair. En même temps, beaucoup de qualités qui sont demandées par le monde d'aujourd'hui. Prenons l'exemple des startups. Les startups, on ne vous demande pas des connaissances absolument extrêmement importantes. On vous demande le risque, l'esprit d'entreprendre, des choses qui sont des qualités qui sont à mi-chemin entre les vraies, je dirais, les connaissances au sens classique du terme et les compétences. Et puis, il y a toute une série, je dirais, de façons d'être, de valeurs, d'envies qui ne sont pas forcément portées par... j'ai plaisir à le dire ici dans la Fondation Jean Jaurès, par une simple reproduction sociale. C'est-à-dire ce sont des qualités qu'il faut stimuler. Les jeunes dont parlait Thibault, les jeunes de nos écoles Vaucanson, il y a un effet de groupe, il y a un effet aussi de tout ce qu'ils portent comme horizon différent, de la formidable ouverture qu'ils ont. Donc c'est ça qu'on ne reconnaît pas assez, je dirais, dans le système. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment reconnaître les potentialités
Il faut aussi, on ne peut pas demander à un jeune à 20 ans de savoir tout ce qu'il a envie de faire, donc les accompagner, les questionner, leur proposer des parcours probablement mixtes dans l'entreprise en alternance, et puis qu'ils puissent revenir en formation, c'est-à-dire qu'ils aient des parcours qui soient flexibles et souples, basés sur l'envie et le potentiel. Vous savez, un de nos jeunes, bac pro mention passable, aujourd'hui, il est numéro 2 de Safran en Asie. Il n'a pas fait la classe prépa dans le plus grand lycée parisien, il n'a pas fait une grande école, il a fait bac pro mention passable, il est venu au CNAM numéro 2 de Safran en Asie. Donc ça marche, et on montre que ça marche. Je suis convaincu que ça marche, mais il y a quand même, Thibaut, un changement de mentalité à mettre en place, ou plutôt à provoquer, parce qu'il y a quand même ce réflexe qui est pratiquement général de regarder le CV et l'école faite à 25 ans. Je pense que pour réenchanter un peu le système, il faut d'abord croire au système. En France, on est quand même dans un pays où il y a des opportunités pour beaucoup de personnes, pour chacun d'entre nous. Et encore faut-il déjà qu'elle puisse se développer un peu partout. On est vraiment sur la question des territoires, mais aussi il faut pouvoir la saisir et qu'elle soit adaptée à votre potentiel. La méritocratie, aujourd'hui, c'est un des pactes fondateurs de notre République. La méritocratie, ce n'est pas simplement ceux qui réussissent au mérite jusqu'à 25 ans. Un gamin qui réussit au CNAM, un jeune adulte qui vient 3 fois par semaine le soir entre 18 et 22 heures et qui va boucler un diplôme d'ingénieur ou un master ou un autre diplôme en 5 ans, c'est du mérite et ça devrait être reconnu comme tel dans le cadre de la méritocratie. Je reviens sur la question des 3 lois. L'idée qu'on puisse davantage, on va dire, lier formation initiale et formation continue, ça sera le déclic pour qu'on arrête de penser que la vie s'arrête à 25 ans. Ça sera vraiment le déclic là-dessus. Et on va dire que la bataille pour la montée en compétences du ministère du Travail qui est menée aujourd'hui va dans ce sens-là, de dire vous pouvez continuer votre parcours, vous pouvez toujours progresser, vous pouvez toujours vous émanciper professionnellement, personnellement. C'est valable aussi pour les femmes, où il y a un vrai sujet notamment de montée on va dire en tout cas d'indépendance sur ce sujet. Et la question, elle est donc aussi finalement de l'ouverture des grandes écoles à des classes sociales qui sont peu représentées. Je sais que c'est un combat, je crois, pour vous, Olivier, de permettre cette démocratisation aussi de l'élite française. Moi, j'ai dirigé pendant 8 ans une école normale supérieure. Je rappelle que les écoles normales supérieures contribuent et rétribuent leurs élèves. Le seul cas au monde. Est-ce que aujourd'hui, dans la situation des finances publiques de notre pays, c'est normal de rétribuer les études d'enfants de classe exclusivement aisée? Vous allez vous faire des amis chez les normaliens. Normalien, j'ai aucun sujet. J'avais à peu près 1 ou 2 jeunes de classe défavorisée. D'accord ? Donc, moi, je profite de l'occasion et de l'interview d'aujourd'hui pour dire, est-ce qu'on ne devrait pas réinventer la mission de service public? Est-ce qu'on ne devrait pas nous donner une responsabilité sociétale et environnementale? Comment les entreprises... Ce qui est très paradoxal, c'est qu'à vos entreprises, vous leur dites, ayez de la responsabilité sociale, occupez-vous et faites ça, de la responsabilité environnementale. Les seuls qui n'en ont pas, c'est les établissements publics. Donc, on propose dans le livre quelque chose de simple, qu'il y ait un quota de boursiers, c'est-à-dire qu'une ENS prenne, par exemple, je ne sais pas, 50% de boursiers. Et puis, ceux qui seront entre le dernier reçu pris exclusivement par le mérite et les boursiers pourraient rentrer à l'ENS, mais sans être rétribués. C'est-à-dire, utilisons les armes notamment financières, pour faire une politique de redistribution. Un étudiant à l'université, là aussi, il y a peut-être des choses à faire, et vous en parlez dans votre livre. Vous amenez des propositions, vous amenez aussi une réflexion sur ceux qui forment, les enseignants. Et vous nous dites une chose qui, moi, me semble évident et qui me parle beaucoup, c'est que eh bien, le statut des enseignants, notamment la reconnaissance sociale des enseignants, laisse aujourd'hui à désirer. On l'entend, c'est quelque chose qui revient régulièrement, et je pense qu'aujourd'hui la classe politique en a conscience, et vous en faites un de vos chevaux de bataille. C'est le plus beau métier du monde, d'enseigner. La question de la transmission dans nos sociétés, elle est fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale qu'elle est systématiquement remise en cause par d'autres biais, les technologies de l'information, la question de la légitimité de l'information. Ce qu'on dit dans le livre, c'est très simple, c'est que c'est une catégorie sociale qu'il faut protéger, c'est une catégorie sociale qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, on l'avait vu notamment en 2012, lorsqu'on crée davantage de postes dans l'éducation nationale, ils ne trouvent pas preneur. Les concours ne trouvent pas preneur. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de crise des vocations.
Le vrai sujet, c'est le statut, et le statut est forcément lié à la rémunération. Alors une fois qu'on a dit ça, on enfonce une porte ouverte. On va évidemment derrière nous dire qu'il y a des critères, évidemment, notamment de finances publiques par rapport à la rémunération des enseignants. La question, c'est dans une économie de la connaissance, qui aujourd'hui vaut autant qu'une économie industrielle, sur quoi est-ce qu'on veut mettre le curseur? Le curseur, on peut dire, les actifs de notre société, ce sont les enseignants. Olivier parlera mieux que moi de la question des enseignants-chercheurs, mais la question, en tout cas dans le SCO que j'ai pu pratiquer, elle est fondamentale sur les parcours, sur la question des parcours, donc sur la question des ressources humaines, notamment, de ces personnes-là, sur la question des publics qu'ils ont en face d'eux, et sur la question de la formation, de la façon dont on les met, on va dire, en position de transmettre la connaissance. Et ça, on va dire que ça fait un chapitre entier parce que c'est relativement fondamental. Oui, ça fait un chapitre entier et en même temps, il y a cette réalité du statut, notamment par l'intermédiaire de la reconnaissance salariale, du salaire des enseignants. Il y a aussi la réalité du métier aujourd'hui. Quand on est jeune certifié ou jeune agrégé, il y a parfois un décalage entre ce que l'on a appris et la réalité du terrain. Il y a quand même ce gap. Ce hiatus entre ce que l'on pense pouvoir transmettre et finalement ce que l'on peut réellement transmettre dans des situations extrêmement difficiles. Et je crois que, Olivier, au niveau du supérieur, on est aussi finalement dans des situations un petit peu compliquées. Vous le dites dans votre livre, on donne aux enseignants les moins formés les premiers cycles universitaires, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être les plus compliqués en termes d'enseignement. Alors, d'abord, je reprends juste en une phrase sur la situation financière. Un enseignant du supérieur ne peut plus vivre à Paris. Il faut quand même le dire. Donc, c'est vraiment le signe de la marginalisation du métier. Enfin, je veux dire, ça, c'est un bon résumé. La deuxième chose, c'est qu'il y a des logiques, je dirais, du groupe des enseignants pour effectivement essayer de contourner ce qui apparaît comme une difficulté. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, prenons des enseignants des premiers cycles de sciences humaines et sociales qui accueillent, je pense, à des zones, Paris 8, prenons des zones qui sont avec des publics qui sont fragiles socialement et culturellement. Ils font un métier qui n'est pas seulement exceptionnel, mais qui est aussi un métier de résistance, un métier de combat, un métier d'accueil et de donner une chance. Alors qu'on sait, et vous l'avez cité avec les exemples de filières plus sélectives, que les moyens sont insuffisants. Le constat sur l'insuffisance des moyens, il est totalement partagé. Donc, il y a cette capacité malgré tout à tenir, parce que malgré tout les enseignants viennent, parce que malgré tout des jeunes ont envie de faire ce métier-là, des jeunes se lancent dans un doctorat. Et aujourd'hui, notre inquiétude, c'est qu'il n'y a pas de véritable signal positif pour leur dire continuez le combat, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre rôle. Et en partie, le problème est lié aussi au fait que les établissements ont une espèce de marotte actuelle qui est Shanghai. Donc, tous les établissements français rêvent de rentrer dans Shanghai. On peut leur faire la probabilité relativement faible, on va être très clair, mais ils rêvent de ça. Et ils oublient ce qui était les années 80, 90, 2000, c'est-à-dire la création d'antennes, la création de départements d'activité, la création dans les territoires, un rôle au cœur des territoires. Et ça, c'est un tout petit peu oublié. Oui, j'allais y venir justement les territoires, parce qu'un des chapitres de votre livre, c'est finalement former ou former, avec justement cette problématique des territoires, cette problématique liée aussi à l'aménagement des territoires. Deux choses. La première, c'est l'université aujourd'hui, et donc les limites de l'université telle qu'elle est imaginée aujourd'hui, et justement, deuxième point, les territoires. Ces territoires qui ne sont pas tous dotés d'outils de formation et dont on voit les difficultés, dont on comprend les difficultés. Thibaut, vous êtes élu dans le Grand Est. Ces difficultés de ces villes moyennes qui voient aussi leur centre dépérir et puis qui voient la jeunesse aussi partir parce que les lieux de formation manquent. C'est un constat qui aujourd'hui est relativement partagé, qui ne l'était pas encore il y a 4-5 ans, qui est le phénomène des villes qui rétrécissent. C'est un sujet d'étude aux États-Unis, relativement récent aussi, ça fait 10 ans à peine en fait que ça a commencé à émerger. Le sujet il est simple, on a un parti pris dans le livre, qui est de réfléchir sur le concept de vivre et travailler au pays. Et en gros, comment est-ce qu'on donne l'opportunité à des jeunes gens de rester sur leur territoire d'adoption, sur leur territoire de vie, d'y vivre, de pouvoir y étudier et de pouvoir y travailler. C'est pas simplement une philosophie, c'est aussi
une nécessité pour ces territoires de garder la jeunesse sur ces territoires. En tout cas, de pouvoir leur donner le choix de se former sur ce territoire-là. Ils auront toujours l'opportunité d'aller dans les métropoles pour se former. Ils auront toujours l'opportunité de faire vivre le rêve méritocratique au sens le plus élitiste du terme, c'est d'aller dans des grandes écoles et donc de vivre à Paris, de revivre Lucien Leven comme il le souhaite. Mais dans tous les cas, l'intérêt qu'on a essayé de... Alors, il y a une volonté un peu aussi adéquationniste, on ne va pas s'en cacher, de dire que c'est un constat qu'on avait pris dans l'introduction. Aujourd'hui, il y a un redéveloppement de l'activité dans beaucoup de territoires et ce redéveloppement de l'activité n'est pas suivi des compétences pour pouvoir accélérer ce redémarrage. Et là-dessus, c'était très clair par rapport ça a été un des sujets de l'opération qu'on a menée donc au cœur des territoires, qui consiste à nous développer le CNAM dans plus d'une centaine de villes sur tout le territoire. Ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va avoir des maires, lorsqu'on va avoir des collectivités, eux veulent de la formation. C'était pas le cas il y a 5 ans. Eux veulent de la formation, pourquoi ? On va être très clair, c'est le privé qui a ouvert la voie. Le privé s'est largement investi sur ce territoire-là, alors avec des réserves, évidemment, sur des petites formations, sur des petites niches, de façon un peu moins généraliste qu'un acteur public comme le CNAM peut le faire. Mais on va dire en tout cas que l'enseignement supérieur public, dans son ensemble, s'est plutôt rétracté sur les métropoles, et aujourd'hui redécouvre finalement ces territoires avec des problématiques de recherche aussi qui peuvent être adossées. Olivier pourra en parler, on a des chaires en région, et ça fait vivre en tout cas la France d'une façon un peu moins jacobine dans tous les cas. Oui, c'est très important. Alors, vivre et travailler au pays, c'est un vieux slogan, vieux slogan paysan. Ça va être la force tranquille. Écoutez, on ne s'en parlera pas. Donc, c'est un vieux slogan paysan. Et justement, cette distance aussi, cette distance avec les lieux de formation, aujourd'hui, elle peut être cassée par les nouveaux outils. Vous parlez beaucoup dans votre livre justement de la formation en présentiel, mais aussi de la formation par le numérique, par la distance, avec la création de centres, avec de lieux de formation, mais à distance. La sensation qu'on a, c'est que on n'a pas été jusqu'au bout de l'utilisation du numérique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enjeux sur le numérique, notamment territoriaux. En fait, le numérique, c'est un peu jeter une bombe pour pêcher quelques poissons. Ça n'a pas eu, on n'a pas traité ça. Le numérique, d'abord, il doit être accompagné. On sait que ce qui marche bien, c'est l'hybride, on montre dans le livre. Il y a un numérique à réinventer. Il y a toute une question de l'accompagnement. On ne peut pas se lâcher dans du numérique comme on le ferait autrement. Donc, il faut le construire. Et puis, le numérique a lui-même un certain nombre d'effets qui ne sont pas forcément positifs. Donc, il faut construire le numérique et il faut l'intégrer dans une politique territoriale, c'est-à-dire une politique où vous avez des centres de distribution de la formation qui sont, Thibault le rappelait, à proximité de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui peuvent y faire appel. On a parlé beaucoup aujourd'hui de la formation initiale, mais aussi tout au long de la vie, mais aussi à un certain moment, mais aussi quand il y a une reconversion suite à une crise industrielle. Donc, un outil qui soit extrêmement souple, extrêmement modulable, qui puisse enrichir une vie professionnelle, l'accompagner et lui permettre de développer sur un meilleur potentiel. Votre idée, si je comprends bien, c'est aussi d'adapter la formation aux besoins de chacun des territoires. Utiliser dans tous les cas le numérique dans cette fonction-là. On parle à un moment d'une espèce de nouvelle data qui agrégerait l'ensemble des données. Là aussi, en fait, on part d'un constat très simple. Beaucoup d'entreprises privées, de grandes entreprises privées, font déjà le pari des données. C'est aujourd'hui c'est la nouvelle richesse sur laquelle on peut miser. Elles font le pari de ces données en disant on va pouvoir prédire le comportement des agents, des consommateurs. Nous, ce qu'on dit clairement, c'est que l'État a les capacités, donc il y a la grande agence numérique qui vient de se monter et qui récupère d'ailleurs quelques fonctions qui pouvaient être attribuées à la data auparavant, pour monter cette espèce d'échafaudage avec plusieurs données, des données de santé, des données de mobilité, des données de consommation, pour permettre d'avoir à l'instant T une carte des besoins en emploi sur un territoire, de l'offre saturée aussi, parce qu'il faut pouvoir permettre une offre de reconversion pour différents agents de l'un à l'autre, et puis aussi de dire, nous on le fait aujourd'hui avec la volonté des édiles, mais pouvoir dire aujourd'hui où la bonne formation est appréciée, où est-ce qu'on en a besoin. On sait qu'à plus de 30 km par exemple, les individus ne se déplacent pas. On a fait faire une étude au mois de mars là-dessus sur les questions de formation. À plus de 30 km, vous ne vous déplacez pas. Quand on parle de formation tout au long de la vie, il faut que ça soit complet. Formation tout au long de la vie, ça veut dire qu'à
35, 40, 45 ans, j'ai besoin d'avoir un centre de formation pas très loin pour pouvoir me former. Et idéalement, grâce à cette data 4.0, je pourrais me former à des outils qui seraient utiles pour le territoire. Alors, Excusez-moi, juste les données et les outils d'inclusion sociale. C'est très important, les données, ça fait un peu un aspect, on va tout planifier. Il y a aussi les outils d'inclusion sociale. Les missions locales nous permettent de repérer les jeunes en difficulté. Quand un groupe comme G2R La Mondiale vient vers le CNAM en disant on va former tous nos chômeurs de très longue durée parce qu'on est inquiet et qu'on est comme un groupe de prévention sociale, on peut le faire. Tous ces outils d'inclusion sociale sont aussi l'un de nos capteurs, j'allais dire, c'est-à-dire nous permettant d'avoir une politique d'écoute et effectivement de proximité avec les personnes. L'idée, c'est de créer une synergie avec les missions locales, mais aussi avec les entreprises privées qui y ont un intérêt. Sur l'apprentissage, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de développement de l'apprentissage en disant clairement où est-ce qu'on a besoin de formation. Le nombre d'entreprises qu'on a vues depuis qu'on sillonne la France dans le cadre d'Au cœur des territoires qui nous disent « je n'ai pas la bonne compétence aujourd'hui ». Malheureusement, c'est l'exemple un peu canonique parce qu'on a un peu pris là-dessus l'exemple de Chaumont où une entreprise dit avant que vous arriviez concrètement, je robotisais et je délocalisais, mais je délocalisais en Allemagne, ce qui quand même laisse rêver un peu quand même sur le développement de nos entreprises. Et puis, je pense qu'il faut aussi rétablir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de frémissement qui est très positif sur la formation, mais il faut que par exemple, l'entreprise ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, voilà, l'entreprise apprenante, l'entreprise a un rôle central, mais l'entreprise ne peut pas se substituer à un organisme de formation, comme l'organisme de formation ne se substituera pas à l'employeur. Donc, il y a une vraie question d'un nouveau rapport. Ce qui est vrai, et on l'a dit sur les élus, c'est qu'on constate qu'il y a une espèce de volonté de contrat social qui se rapproche, qui n'est pas du tout... Et c'est quelque chose qu'on découvre. Il y a beaucoup, par exemple... Ils ne sont pas forcément très bonne presse, d'entreprises de travail temporaire qui ont une vraie préoccupation sociale. Et à contrario, on peut dire un certain nombre d'établissements publics l'ont moins. Donc, mais cette volonté d'aller vers plus de cohésion sociale, plus d'inclusion sociale, aussi comme gage de réussite, même de leurs entreprises, est quelque chose de très partagé aujourd'hui. Oui, je pense que toute la société aurait à y gagner en termes de cohésion et pour lutter notamment contre ce ressentiment finalement qui peut habiter des cohortes entières, parce que justement ces plafonds de verre, parce que ces difficultés liées au territoire et parce que les limites du système tel qu'il est. Alors les limites du système, je voudrais qu'on termine là-dessus. L'université. L'université aujourd'hui, vous avez tout un passage sur l'université, vous dites qu'il y a eu des choses qui ont été faites, l'autonomisation, etc. On pourrait en discuter. Mais selon vous, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, l'université paraît un petit peu comme le parent pauvre, finalement, de l'enseignement supérieur. Vous avez raison de dire, c'est un parent pauvre. On ne donne pas assez de moyens aux universités. Donc, pour les universités, je l'ai dit tout à l'heure, sont confrontées à des objectifs assez contradictoires. Donc, on leur demande un peu de tout faire. Donc, il y a une vraie question. Le point important aussi, c'est que on a parlé tout à l'heure formation initiale versus formation continue. Il y a aussi formation, je dirais entre guillemets académique et formation professionnelle. C'est un virage qui est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que tout le système est construit sur la recherche, qui est évidemment un levier essentiel. Il va y avoir une grande loi sur la recherche. On a bien compris que la recherche était essentielle. Mais former nos concitoyennes et nos concitoyens, former les actifs, faire que ça soit un lieu ouvert où l'on revienne quand on a après des cycles d'études, c'est un enjeu important. Il va y avoir une révolution culturelle, mais elle va prendre probablement du temps. Très surpris du chiffre que vous avancez sur la formation professionnelle dans le supérieur. C'est moins de 5%. La formation professionnelle portée par les établissements publics, c'est moins de 5%. Donc il y a une possibilité d'extension très importante. Je vous renvoie à des débats récents où des présidents d'université expliquent qu'il y a des formations reconnues par des conseils. Je voudrais savoir si tout le monde est capable en France de comprendre ça. Et de la formation continue pour des actifs qui, en gros, est totalement dévalorisée. C'est un débat il y a 15 jours sur un thème sensible. Donc, je dis simplement qu'il y a un moment où il n'y a pas de formation plus noble que les autres. Quand on a des actifs, un jour j'ai dit c'est le plus beau public du monde, oui c'est le plus beau public du monde. Quand vous avez des gens qui viennent au CNAM, qui ont travaillé toute la journée, qui viennent en ce qu'on appelle leur temps de travail à 19h, qui viennent se former, qui rentrent chez eux à 22-23h, ça force le respect.
Olivier Ferrand et Thibaut Duchesne, c'est un petit peu un livre programmatique, formé. Sur la question de diversité, on propose c'est pas simplement l'idée de dire que c'est évidemment que c'est un parent pauvre, mais il y a aussi, on propose différents outils pour ouvrir, on va dire, le capital des universités. Ça va faire bondir quand on dit ça. Et en gros, on prend l'exemple de l'EM Lyon qui a complètement ouvert sa structure juridique pour pouvoir accueillir des capitaux extérieurs. Nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est que quand on a un service public, même avec de l'argent privé, on fait un service public. On s'adresse à des publics à qui personne ne s'adresse, on le fait avec une mission d'inclusion et on va dire aussi d'adéquation avec les besoins des entreprises. Et puis on le fait aussi avec une volonté qui est celle d'un établissement comme le nôtre, par exemple, qui est debout depuis 225 ans. Donc on va dire que ça donne une forme d'assurance, aussi une sorte de mission par rapport à cela, mais on dit donnez-nous d'autres outils pour pouvoir nous ouvrir là-dessus.